Salut, nouvelle soirée avec nous dans After CAN, votre rendez-vous foot. On connaît enfin les deux premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. D'un côté, le Nigeria, les Super Eagles de retour au premier plan. Et bien sûr, sans surprise, l'Égypte, les Pharaons, le pays hôte qui ont battu la République démocratique du Congo 2-0 dans un match mouvementé. Il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de aussi peut-être arbitrage un peu discutable. On va revenir sur un petit peu les trois rencontres de la journée. Juste l'occasion de vous rappeler que pour l'instant, cette émission est aussi en direct live sur Facebook. Donc n'hésitez pas à réagir, envoyez vos questions, envoyez vos commentaires. On y répondra au fil de l'émission. Aussi sur le hashtag AfterCAN sur Twitter, on y répondra également. Le plateau du jour, il est vraiment garni. Elton Mokolo, malheureusement Elton, bonsoir. Mais chaque fois que je te reçois, c'est la RDC qui perd. J'espère que ça va. Bonsoir, très honoré d'honorer justement ma deuxième sélection. Effectivement, je suis sur une belle série. J'espère qu'elle ne va pas trop se continuer d'ici dimanche, mais en tout cas, très heureux d'être là. Non, ça va aller, on espère, pour les Léopards. Freddy Koula aussi qui nous fait le plaisir de revenir avec nous. Bonsoir Freddy. Je suis là, je suis content, mais triste parce qu'évidemment, entre les voisins, moi je suis gabonais, le voisin congolais, il y a la compassion et un peu de la joie de savoir que le voisin perd. Mais c'est surtout que, la tristesse de savoir que l'Afrique centrale, pour l'instant, c'est 1 sur 2 et c'est pas fameux. Heureusement, les lions indomptables de temps en temps sortent de l'eau. Et même dans l'eau, le lion fume son cigare, mon ami. Très beau proverbe. Alison Kunku qui est avec nous. Bonsoir Alison. Bonsoir Mansour. Ravi de t'avoir parmi nous. Et notre invité du soir, Fabrice Pancrate. Est-ce qu'on le présente? C'est pas la peine. Oui, je connais quelqu'un qui le connaît, et notamment voilà. Daniel Cousin qui m'a beaucoup parlé de lui. Voilà, je suis content d'être là avec toi. On a fait 3 articles quand on était petits. Voilà, exactement. On connaît. Bonsoir en tout cas Fabrice, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors juste l'occasion de rappeler que le vainqueur du jeu concours d'hier, la question était la suivante. Quel est le premier buteur de la CAN 2019? Forcément, vous avez donné beaucoup d'indices. Il a le même nom qu'un grand attaquant français. On parle de Mahmoud Hassan, alias Trezeguet. Donc le vainqueur de ce ballon Ligue 1 Conforama, c'est Herman Dokodila Cyril Martial depuis le Cameroun. Bravo à lui, tu as gagné ce ballon, on te l'envoie bientôt, juste après la CAN, comme ça on enverra tous les cadeaux en même temps. En tout cas, celui-là il est à toi, tu pourras le garder, tu peux être content. Les autres, si vous en voulez, rendez-vous très bientôt pour un nouveau jeu concours, restez connectés et vous allez voir, il y a d'autres lots à gagner, ça limite c'était le plus petit. Messieurs et madame, on va commencer cette émission avec le premier match, Nigeria-Guinée. La Guinée était attendue au tournoi après son match nul un peu compliqué, Elton, face à Madagascar. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour le Sili national. Effectivement, comme le disait Bruno d'ailleurs samedi, on allait tomber sur une opposition nigériane qui était nettement supérieure, à savoir que défensivement c'est quelque chose de très bien travaillé. Et or, la Guinée s'est cassé les dents devant ce bloc-là. Ils n'ont jamais su se connecter à Naby Keita. Naby Keita, on en parlera tout à l'heure, mais il apparaît très évident qu'il est hors de rythme et donc c'est pénalisant pour lui. D'ailleurs, il sort juste avant le but et on en parlera aussi de ce changement un peu bizarre sur un corner défensif qui change de ta structure. Et au final, on a vu la Guinée qui avait les mêmes problème qu'au match aller, à savoir qu'on a du mal à s'installer dans le camp adverse et surtout défensivement on est friable et quand on est friable on a plus de chances de perdre. Freddy, on s'attendait à un match plus ouvert, non, que ce qu'on a vu cet après-midi? Oui, je suis toujours meurtri par ces belles affiches qui jouent malheureusement en après-midi à 16h30 où bien entendu on a cette impression que ça freine le jeu et que les joueurs ne se donnent pas à 200%. On a eu un Nigeria costaud, Nigeria sans grand talent, même si Iwobi a fait un meilleur match aujourd'hui. Un Nigeria qui est en tête grâce à une tête évidemment, c'est un joli jeu de mots, non, mais une tête qui arrive à un moment où le Nigeria a été calculateur et est sorti du lot face à des maladresses guinéennes parce qu'évidemment les Guinéens ont été extrêmement maladroits et n'ont pas été précis dans le but. Ouais. Je pense à Kamano qui dans ce match-là aurait pu faire la différence s'il avait été un tantinet à droite. On attendait le Messi d'Echo, notre ami Naby Keita. Il a été un peu bon dans le premier quart d'heure. Après il a plongé dans un collectif qui n'était pas vraiment huilé et c'est le grand problème de cette équipe de Guinée Conakry qui n'a pas un vrai collectif et Paul Put en est le principal responsable malheureusement. Quand on a une constellation de stars comme celle-ci avec un trio d'attaque qui fait presque rêver avec Kamano, avec Kaba et évidemment le Messi guinéen Ibrahima Traoré, on ne peut qu'avoir une équipe qui donne du feu d'artifice mais il n'y a pas de lien entre le milieu de terrain et l'attaque et malheureusement la défense, elle, ne ressemble pas à grand-chose. C'est vrai que le contraste est saisissant entre ce qui s'est passé en qualif. Il faut se rappeler que c'était l'une des premières équipes qualifiées pour cette CAN-là. Qui s'est qualifiée derrière dans le groupe devant la Côte d'Ivoire. Devant la Côte d'Ivoire et derrière ils arrivent, on avait parlé des séries des matchs amicaux qui n'étaient pas bons mais il y a une continuité dans la performance qui n'est pas bonne. Et là,
la Guinée est dos au mur parce qu'il va falloir se qualifier, il va falloir gagner les derniers matchs. Il n'est pas acquis qu'ils vont gagner face au Burundi, loin de là. C'est vrai. Alisson, souvent on dit que justement les matchs de préparation, les matchs amicaux, ça veut tout et rien dire. Est-ce que là, il y avait des signes annonciateurs pour la Guinée que ça allait mal se passer? Comme l'ont dit mes deux collègues, la Guinée est restée dans leur continuité, assez friable, assez faible. Et ils ont pas montré un autre visage que pendant les matchs de préparation, malheureusement. Après, comme vous l'avez bien dit, Elton et Freddy, pardon. Pardon. Freddy et Elton. C'est ça. C'est pas encore en place. Nous aussi, on s'installe progressivement. Oui. Les deux là devant moi. Comme ils l'ont dit, les deux là devant moi. Naby Keita hors rythme malheureusement. Voilà une Guinée qui reste dans la continuité de ce qu'elle a montré. D'ailleurs, on va voir les statistiques de ce match parce que en fait le problème de la Guinée c'est que la Guinée a eu la possession du ballon, Fabrice, mais souvent elle n'a pas su quoi en faire parce que la Guinée n'a tiré que 3 fois but, 3 tirs cadrés. C'est peu dans un match quand même 3 tirs. Ouais, c'est très peu, mais aujourd'hui je serais dans le football. Dominer n'est pas gagner. La possession, c'est une chose. On était beaucoup habitués là-dessus avec un style léché pour parler de l'Europe avec le Barça. Mais je veux dire, la Guinée, oui, a une possession de balle, mais les Nigérians ont été réalistes, surtout. C'est ça qu'on va retenir dans ces compétitions. Et ça, certains ont tendance à oublier. C'est que si tu as la possession du ballon, c'est pour en faire quelque chose, entre guillemets, et être efficace et décisif. Ouais. Là, ça n'a pas été le cas. Nigeria, ça a été le cas pour eux. Et puis, 10 tirs pour le Nigeria, 4 cadrés. Et comme pour leur premier match, ils s'en sortent bien avec une victoire 1-0. C'est le contraste avec cette équipe de Guinée. Dans les matchs qualificatifs, on leur reprochait notamment aux Guinée ils avaient des actions, ça jouait un peu fougueux, ça créait du danger, mais on leur reprochait de ne pas avoir suffisamment le ballon, de ne pas maîtriser les matchs. Et dans ce match-là, on a eu l'impression qu'ils ont voulu tellement maîtriser le match que devant, il n'avait plus de lucidité, ça n'arrivait plus à créer des occasions. Après, il faut donc choisir, mes amis guinéens, il faut choisir entre vouloir être efficace et se créer des occasions et faire le beau jeu, parce qu'on leur reproche ça. Le fond de jeu, tout le monde dit ça quasiment en Guinée en disant l'équipe de Paul Put n'a pas de fond de jeu. Aujourd'hui, ils ont voulu avoir ce fond de jeu-là. Malheureusement, devant, il y avait une belle équipe, très, très bien. Tactiquement, franchement, le Nigeria, depuis la Coupe du Monde 2018, je les trouve top. D'ailleurs, les équipes de Gernot, tactiquement, c'est quelque chose. C'est un Allemand, on va le dire, une grande discipline. Mais aujourd'hui, Kaba, notamment, a été très, très bien muselé avec l'axe central, avec un champion qu'on appelle Mouro, qui lui est venu mettre sa tête comme pour couronner le chef-d'œuvre défensif qu'ils ont pu faire pendant tout ce match-là. Il y a un paramètre important aussi qu'il faut tenir en compte, c'est que c'est la première fois que la CAN se joue pendant l'été. C'est vrai. D'accord ? Donc, la majorité des joueurs qui sont là, c'est des joueurs issus du championnat européen qui sortent de saisons très longues. Les organismes sont épuisés, fatigués. Donc, c'est là aussi l'intelligence de certaines formations, comme le Nigeria, de laisser à la limite le jeu à l'équipe adverse et de faire mal en contre à la limite. Et dès que tu as l'avantage au score, tu maîtrises ton match. Ouais. Il fait très très chaud, on est en Égypte. C'est un paramètre important à prendre en compte. Et seules les équipes. Le Nigeria a la possibilité de le faire. Il n'y a pas toutes les équipes qui ont Après, c'est vrai qu'on a vu, on a l'impression qu'avec le Nigeria, on s'attend à un jeu flamboyant, mais pour l'instant, ils sont surtout appliqués. On a l'impression que c'est juste, on respecte le schéma qui est fixé pour l'instant. Et puis, ils vont attendre peut-être la phase d'élimination directe pour montrer autre chose. Effectivement, ça va dans le sens de ce que veut Gernot Rohr, à savoir amener une solidité défensive, parce que ça leur avait coûté cher, notamment lors de la phase de poule du mondial. Ils travaillent là-dessus depuis plus d'un an et force est de constater que pour l'instant ça paye. On en parlera offensivement, c'est vrai que c'est pas abouti. Il y a aussi le fait qu'il a changé quasiment sa ligne d'attaque et donc ça a impacté parce que on est dans une notion d'automatisme à trouver sur un début de compétition et quand tu changes ta ligne d'attaque, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de huilé face à une équipe qui aspire elle aussi à gagner. Bien, on va voir la composition du Nigeria. Vas-y Freddy, tu peux y aller comme ça, on va la composition avec notamment Obi Mikel qui a été mis sur le banc. Oui, on en parlait. Souvenez-vous, il fallait mettre sur le banc et c'est ce qu'il a fait. Au vu de son dernier match, c'est pas scandaleux non plus. C'est pas du tout scandaleux. Mikel sur le banc, c'est pas rien. C'est fort, c'est un choix. J'avais dit quoi? Que Gernot Rohr est un homme de caractère et s'il sait qu'il y a un élément qui freine son dispositif tactique, vous aviez bien vu que lors du match précédent, il avait mis Igalo sur le banc, il avait mis Moussa sur le banc parce qu'il essayait de s'adapter à l'adversaire. Il pensait que l'adversaire jouerait avec un bloc très bas et donc il fallait pas mettre des fléchettes et c'est pourquoi il a voulu mettre John Michael pour dispenser les ballons parce que lui est très habile, notamment sur la dernière passe et dans le jeu de
passe. Et dans ce match-là, il avait envie de jouer avec ses flèches. Et le contre, évidemment, ce contre-là, face à une équipe qui devait avoir le ballon, la Guinée a eu le ballon, c'est le piège dans lequel ils ont plongé. C'est un traquenard dans lequel ils sont tombés, les Guinéens, parce que Garnet Ross savait qu'ils auraient le ballon et que lui, avec Igalo et Moussa, devant ça, irait très vite, même si ce n'est pas en contre qu'ils ont marqué. Ça s'est vu avec Iwobi, qui a fait un excellent match. D'ailleurs, dans la percussion, il avait ce box-to-box là qu'on lui reconnaît quand il est en jambe à Arsenal. Et ça, c'est tout bénef pour eux parce que dans ce style caractéristique-là, le Nigeria est quasi intouchable. Et une stat d'ailleurs qui va faire plaisir à nos amis nigérians, le Nigeria n'avait plus remporté ses 2 premiers matchs en Coupe d'Afrique des Nations depuis 2006, donc ça fait 13 ans. Et d'ailleurs, le Nigeria remporte ça fait 6 matchs consécutifs remportés par le Nigeria en CAN. Le dernier à avoir fait ça, c'est bien entendu l'Égypte entre 2008 et 2010. On sait ce que ça a donné. Ça fait un petit relais. Fabrice, on va revenir un petit peu sur le cas de John Obi Mikel. Vous qui avez côtoyé plein de vestiaires, John Obi Mikel, c'est un symbole fort, c'est un homme fort du Nigeria, de l'équipe du Nigeria. T'es jeune, non? Voilà. Jouer avec toi, non? Voilà. Ouais, quand même. Voilà. Voilà. Il y avait beaucoup dans les vestiaires que vous avez connus. Imaginez un coach qui sort un élément comme ça du 11. C'est un signal fort quand même, non? Alors, il y a 2 façons de voir les choses. Alors, ouais. Soit c'est de la méforme de la part du joueur, et auquel cas, soit le joueur est honnête avec son entraîneur et puis il le sort, ou sinon il le sort de lui-même parce que lui il triche un peu et veut jouer absolument ce match-là. Ou sinon, effectivement, c'est un symbole fort pour alerter les autres joueurs du groupe pour dire écoutez, personne n'est intouchable. Celui qui ne joue pas le jeu, il va sur la touche. Voilà. Maintenant, on va savoir ce que Garandor a voulu faire à travers ce choix-là. Ouais. Mais effectivement, c'est un choix fort parce que on connaît le CV du joueur, on sait ce qu'il représente dans la sélection. Et aujourd'hui, mettre un taulier comme lui sur le banc, c'est un choix aussi qui peut être préjudiciable pour l'entraîneur. Mais au vu des résultats qu'ils ont eus, pour l'instant, ça lui donne raison. Ça donne raison, c'est ça. Et ça colle surtout avec ce que Garnetro avait déjà fait en phase éliminatoire. On en parlait la dernière fois, on disait en phase éliminatoire, John Obi Mikel n'y était plus parce qu'il avait pris cette retraite après la Coupe du Monde. Pendant la phase éliminatoire, l'équipe avait de la cohérence, l'équipe avait de l'équilibre. Évidemment, dans ce match-là, on a vu que l'équipe était moins équilibrée avec John Obi Mikel qui ralentissait le jeu. Et dans ce match, il a remis, entre guillemets, son équipe des éliminatoires et ça a plutôt pas mal fonctionné. Mais souvenons-nous aussi, pour le retour de John Obi Mikel, il y a eu une discussion entre Garnetro et lui avant ce mondial parce qu'il ne voulait plus venir et Garnetro lui a dit de revenir parce qu'il avait besoin de lui en soutien de l'équipe. Et là où il est malin, Garnetro, c'est qu'il corrobore avec les envies des Nigérians parce que l'opinion publique nigériane ne voulait pas de John Obi Mikel à nouveau dans cet effectif-là parce qu'eux considéraient que John Obi était un peu has-been. Donc il se l'utilisait. On va revenir maintenant un petit peu sur la prestation de la Guinée avec cette phrase du capitaine Ibrahima Traoré qui dit la chose suivante. Encore une fois, on a pris le même but que face à Madagascar, on n'a pas le droit. On a l'impression qu'on n'apprend pas de ses erreurs dans cette CAN. On va revenir tout à l'heure, notamment avec la RDC Elton. Il y a un très bon exemple. Et c'est vrai que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La Guinée, c'est l'exemple typique. Et on dit ça alors qu'ils ont changé de gardien. Ouais. Déjà, c'était une déclaration d'intention du sélectionneur, mais malgré ça, ça n'a pas changé. Donc ça démontre bien que c'est un problème global, c'est pas tellement un problème individuel. Et donc, Traoré a raison à savoir de dire que on prend toujours les mêmes buts, mais c'est vrai qu'on est sur une compétition qui est difficile, quoi qu'on en dise. Et donc, si tu n'as pas de rigueur, tu ne peux pas aller très loin dans cette compétition. Alors, forcément, Alisson, Paul Pout, il avait fait 3 changements marquants, notamment par rapport à l'équipe qui a fait match nul contre Madagascar. L'entrée en jeu de Naby Keita, changement de gardien et Jean-Vion qu'on a forcément mis sur la touche parce qu'il n'avait pas fait un bon match contre Madagascar. Malheureusement, ça n'a pas porté ses résultats. Malheureusement, non. Après, ça aurait pu être totalement le contraire. Malheureusement, pour Paul Pout, là, c'est des changements qui n'ont pas été... Pardon? En espagnol, Paul Pout. Ça n'a pas été payant. C'est malheureux pour lui. Après, c'est du copier-coller. Mais après, ce sera forcément là. Ça va être un coach qui va être un petit peu commencer à être décrié. Non, pas commencé. Il est décrié depuis le début. Il a été décrié en phase éliminatoire. Le talent de ces jeunes Guinéens les a sauvés pendant la phase éliminatoire. Là, les lacunes de coach de Paul Pout sont révélées au grand jour. En phase préparatoire, notamment lors des matchs amicaux, ça s'est bien vu que cette équipe n'avait pas de plan. Ça se voyait que ça jouait un tout petit peu sur l'individualité de chacun. D'ailleurs, on a vu Kamano et Ibrahim qui jouent leur petit numéro. Mais moi, ce que je trouve triste, c'est surtout que, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse d'après le premier match, il avait systématiquement indexé le gardien de but. Ça ne se fait pas pour lui, de son âge. Paul Pout, encadreur qu'il est, pour toute l'expérience qu'il a, tu ne peux pas mettre la faute sur un jeune gardien de but, qui plus est quelqu'un que tu as choisi toi-même d'emmener et mettre cette pression sur les gardiens.
quand on laisse comme ça un joueur, on met aussi la pression sur son remplaçant, Fabrice. On perd 2 joueurs peut-être potentiellement. Non, pas forcément. Si tu mets l'absence sur un, ça peut rebooster l'autre. Mais ça peut aussi le fragiliser. Mais dans le poste de gardien étant très spécifique, je pense que tu dois protéger parce que mine de rien, c'est un poste essentiel. Oui. Il n'y a pas que les attaquants. Le poste de gardien est très essentiel. Et à partir du moment où tu fais tergiverser, tu mets en déséquilibre ton équipe et tu mets à mal ton équipe et ta défense. Effectivement. Alors, il y a un joueur qui était forcément très attendu, c'était son premier match en tant que titulaire, c'est Naby Keita. On va d'ailleurs bientôt voir sa fiche de stats à Naby Keita. Elton, Naby Keita, je veux dire, c'est flagrant que c'est un joueur qui est en cours de rythme. On force avec lui actuellement. Exactement. Et d'ailleurs, Liverpool, moi je disais que samedi dernier, la Guinée avait pleinement ses droits au moment d'utiliser Naby Keita parce qu'on est sur une date internationale pour les sélections et donc Liverpool n'a pas son mot à dire. Maintenant, le stade de Liverpool, c'est pas des débiles, à savoir qu'ils savaient très bien que le timing était tellement court pour Naby Keita que est-ce que ça en valait la peine de disputer la compétition? J'aurais tendance à penser que oui, parce que Naby Keita, il reste quand même important pour cette sélection, mais c'est à quel prix? Et là, le prix, il est en train de le payer parce que là, il était sur un contexte le plus difficile possible, à savoir qu'il joue à 16h, donc sous le cagnard, et donc ça impacte son début de tournoi, et donc on a très vu qu'il a effectivement bien commencé, mais dès que le Nigeria a commencé à exercer un pressing constant sur lui à travers Ndidi et Tebo, on a vu, il a disparu. Il est sorti d'ailleurs. Il est sorti. D'ailleurs, dans les 45 ballons, on ne l'a pas dit, mais il y a beaucoup de passes vers l'arrière. Il a multiplié les passes pour essayer de se remettre en confiance. Ça tranche littéralement avec son entrée dernière fois, parce que la dernière fois, lors du premier match, son équipe avait le ballon. Et ça joue, il est positionnant numéro 10, il est là pour relayer les ballons et pour faire les passes beaucoup plus verticales. Sur ce match-là, à partir de la 30e minute, c'était un peu plus compliqué parce qu'évidemment, il y avait le pressing et surtout qu'il avait besoin d'avoir un peu de second souffle. Ce second souffle-là n'est jamais venu et ça posait problème. Et surtout, on connaît le profil de Naby Keita, à savoir que c'est un joueur à risque, il vit de déchets. Il a besoin d'avoir ce déchet pour arriver à faire cette passe qui va faire énormément de mal à la défense adverse. Maintenant, on voit bien qu'il joue contre nature sur ce début de compétition. La question va se poser sur le 3e match. Est-ce qu'il va commencer titulaire ou est-ce que... Il ne va que commencer parce qu'il est tellement important qu'il ne peut pas ne pas commencer. Le match précédent, est-ce qu'il ne fallait pas le préserver pour qu'il soit un peu plus en forme à ce match-là? S'il est en cours de rythme, on ne préserve pas. Voilà, c'est ça. Il faut jouer. Même si c'est des matchs coup près, est-ce que 5 minutes dans l'état dans lequel il est, ça fait une petite différence? Après, il a juste besoin de il a cours de rythme. Après, c'est pas forcément les conditions favorables pour le faire entrer en jeu. Par contre, d'après là, on va revenir quand même sur l'action majeure de ce match, c'est le but. Vas-y, fais une palette tactique, voilà. En fait, c'est très simple. Le Nigeria a ce coup de pied arrêté. Et là, changement, Naby Keita sort. Je ne sais plus qui c'est qui rentre. Moi, je ne sais pas, mais après, on dit souvent que si un coup de pied arrêté défensif, on fait plus ça. Fabrice, il ne faut pas faire de changement. C'est une légende ou... Non, c'est vrai, en général, c'est l'inverse. Tu fais un changement sur un coup de pied offensif. Voilà. Tu fais rentrer quelqu'un que tu as l'habitude, tu sais qu'il va te mettre la tête dans le 18 mètres à la dernière minute. Mais défensivement, c'est très rare où on fait un changement de manière. C'est comme rater une touche, c'est presque rigolo de faire un changement pendant que vous défendez. Et derrière, il y a le but quand même. Oui, ça s'est vu. Alors, Paul Poul, c'est pas un débutant. Mais c'est pas un débutant, sauf qu'il fait des erreurs de débutant et il n'est pas bon. Il n'est pas bon, tous les Guinéens le disent, il n'est pas bon. Il ne propose rien avec cette équipe. Tu as une équipe comme ça, tu dois mieux la faire jouer, tu dois inculquer. Il est venu parce qu'il avait un bon état d'esprit, mais cet état d'esprit-là ne se ressent pas du tout. Alors, on dit aussi de la Guinée, il a une équipe comme ça, une équipe comme ça. Est-ce que cette équipe de Guinée n'est pas aussi un petit peu surévaluée? Surévaluée, non. Mais je ne sais pas ce que les autres pensent. Naby Keita, très bon joueur. Ibrahima Traoré, très bon joueur. François Kamano, c'est très bon joueur. Amadou Diawara, très bon joueur. Mais des bons joueurs ne font pas une bonne équipe. En dehors de la génération Feyinounou, quand est-ce que tu as eu une génération comme ça? Le problème, c'est que les générations, il faut les façonner. Il faut pouvoir créer une dynamique de groupe. Ils ont été très bons en phase éliminatoire. Ils ont gagné des matchs à domicile, à l'extérieur. Ils ont impressionné. Quand des joueurs comme ça impressionnent lors d'une phase éliminatoire, il n'y a pas de raison qu'ils ne montent pas en régime, surtout quand c'est des joueurs jeunes, avec quelques-uns qui sont joueurs d'expérience comme Ibrahima Traoré. Il n'y a pas de raison que ça ne progresse pas. Si ça ne progresse pas, c'est qu'il y a un problème, soit dans la transmission du message, soit évidemment il y a un problème dans la gestion du groupe. Et pour l'instant, le message n'a pas l'impression d'être passé actuellement. Alors, on va avancer un petit peu, se projeter sur cette 3e journée. La Guinée a 1 point pour l'instant, c'est pas encore mort mathématiquement, il va falloir commencer à sortir les calculettes.
C'est vrai que face au Burundi, ça va être... Il faut gagner face au Burundi, une équipe du Burundi qui défend très bien, c'est ça qui me fait peur un peu. Parce que moi, quand je vois les difficultés de la Guinée sur attaque placée et que je vois le pressing du Burundi sur le premier match face au Nigeria, en attendant de ce qu'ils vont faire demain, bien évidemment, moi je me dis c'est pas quelque chose qui sera aisé pour la Guinée, bien évidemment, en sachant que ton meilleur joueur, il est toujours à court de rythme. On s'attendra à quoi alors pour cette Guinée face au Burundi? Il faut qu'ils proposent autre chose, la Guinée. Il faut qu'ils aient moins de déchets, déjà, offensivement. Il faut qu'ils proposent de conserver le ballon, comme ils l'ont fait. Et après, le cas Naby Keita, peut-être à gérer, voir ce qu'on peut broder autour. Alisson préféré voir Naby Keita rentrer. Je pense que les Guinéens ne vont pas être d'accord. Non, ils ne sont forcément pas d'accord avec moi, mais quand on voit un joueur de ce talent, on ne peut pas le permettre. Mais quand on le voit sur le terrain actuellement, ça fait du mal de le voir un joueur de ce talent en rythme qui n'y arrive pas malheureusement. Sauf que pour ne pas te contredire, la Guinée est meilleure avec Naby Keita, même sur une jambe, que sans. Parce que dans l'équilibre, ils ont encaissé un but sur coup de pied arrêté, d'accord, c'est arrivé comme la dernière fois. Mais dans le jeu, dans l'équilibre de l'équipe, dans la gestion de l'équipe, c'est lui qui fait le relais. Il n'est pas capitaine, mais c'est lui qui fait le relais dans l'équipe. C'est lui qui harangue au milieu. Tu ne peux pas, même sur une jambe, tu ne peux pas te passer de Naby. Je suis désolé. Et Fabrice, il l'a dit, il a été professionnel pour monter en régime dans une compétition. Et là, ils pourront se qualifier en tant que meilleur troisième. Il faut jouer. S'ils passent et qu'ils arrivent à avoir un peu de cohésion et retrouver un peu la fougue, ben c'est clair. Pour retrouver un peu de fougue, s'il passe en quart de finale, il faut que Naby, pour qu'il monte en régime, il faut qu'il ait joué 2-3 matchs. Je demande à voir. Moi, c'est tout ce que j'espère, qu'il fasse un bon match. C'est pas pour rien. On va passer au deuxième match de la journée, parce que d'ailleurs, l'occasion de vous dire que vous pouvez toujours réagir sur le hashtag AfterCAN, mais aussi sur le live Facebook. On va répondre à vos questions dans quelques instants au début de la deuxième partie. Ouganda-Zimbabwe, l'affiche qu'on n'attendait pas forcément. Et elle donne un des matchs les plus plaisants. Exactement, ça a été un match débridé. Ce qui est intéressant sur les deuxièmes matchs, c'est que voilà, on n'est plus dans une notion de calcul. La compétition a commencé, on a besoin de points. On a vu le Zimbabwe qui était rapidement mené, qui était aux portes de l'élimination. Je dis bien aux portes parce qu'il y a toujours le jeu du meilleur troisième qui entre en jeu. Et donc ils ont pris des risques et ça a abouti à un match débridé où tout le monde a eu sa chance de l'emporter, avec notamment Zimbabwe où il y a Moussona qui a clairement joué à l'agent double parce qu'il y a des occasions qui ne sont pas possibles de louper à ce stade de la compétition. Et l'Ouganda aurait pu mener dans les 10 dernières minutes à partir du moment où le Zimbabwe, qui a tellement pressé pour aller mettre ce deuxième but, ils ont commencé à payer leurs efforts. Et au final, ça reste un match nul qui a été très intéressant. C'est vrai, en fait, au final, on a vu chaque équipe avoir ses temps forts et ses temps faibles. C'est un peu ça, non? C'est ça. On a vu l'Ouganda dans un premier temps. Le Zimbabwe, c'était un peu un match de ping-pong, un match très ouvert avec pas mal d'occasions. Et un match, pour moi, le match le plus plaisant à regarder depuis le début de la CAN. Alors que forcément, Fabrice, quand on entend Ouganda-Zimbabwe et qu'on va à côté Nigeria-Guinée, c'est pas... C'est sûr, c'est pas ronflant, mais... C'est pas sexy. Voilà, exactement. Et pourtant... Mais c'est vrai, c'était vraiment paradoxal par rapport à ce que les autres nations nous ont proposé. Mais je dirais que c'est ces deux nations qui ne sont pas forcément habituées à gagner dans la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, tu as eu deux nations qui sont venues se faire plaisir et jouer au football. Et nous faire plaisir à nous, dans un premier temps. Alors que les autres sont plus calculatrices. Parce qu'il faut gagner, ils ont plus de pression. Ouganda, Zimbabwe, ils n'ont pas de pression. Ils sortent. S'ils vont plus loin, c'est un bonus. Donc, ils se lâchent, ils jouent. Libérés. Voilà, ils jouent libérés. Alors que les autres nations, telles que le Nigeria, l'Égypte ou même le Congo, ils doivent calculer, entre guillemets. Il faut avoir un petit comité d'accueil s'ils sortent rapidement. Surtout pour le Congo. C'est la raison en plus de rappeler que ça fait longtemps que l'Ouganda avait gagné avant leur dernière victoire, 41 ans, 1978. C'était un match mais ce sont deux équipes qui se connaissent bien, pour ceux qui connaissent un peu la région à sud-est de l'Afrique. Ils se rencontrent très souvent et ce sont deux styles caractéristiques quasi similaires avec deux joueurs qui se connaissent plutôt bien, qui se rencontrent souvent au championnat sud-africain. Il y en a qui sont au Mamelodi Sundowns et évidemment on pense au gardien de l'Ouganda,
Onyango, qui est le capitaine, même le dit, et qui est le meilleur gardien africain qui réside sur le continent sur les 3 dernières années. Il y avait du style, il y avait de l'envie. Et surtout, peut-être que l'Ouganda a pêché sur le fait qu'il ait très vite ouvert le score parce que sur les matchs éliminatoires, notamment, ils avaient souvent eu l'habitude de marquer en deuxième mi-temps. Et là, ils ont marqué très tôt, à la 12e minute, ce qui a fait qu'ils se sont peut-être repliés, ils ont commencé à penser à vouloir gérer le match. Et c'est à ce moment-là que voilà, le Zimbabwe s'est un tout petit peu réveillé, mais c'était un vrai festival d'occasions manquées. Incroyable les occasions que Moussona a ratées. 8 tirs à 13. Et par contre, justement, sur les 8 tirs et 13 tirs d'un côté et de l'autre, il y en a seulement 2 et 2 qui sont cadrés. C'est-à-dire qu'il y a un festival de loupés. L'occasion qu'a raté Kadou, l'occasion qu'a raté Moussona, ça aurait pu terminer à 2 partout. J'ai une petite tristesse parce que je n'ai pas vu Mia briller énormément dans ce match-là. Mais par contre, Bilyat a été phénoménal comme d'habitude. Je serais triste qu'il ne quitte pas le championnat sud-africain et qu'il se retrouve dans un top club, pas un top club, mais un bon club moyen, que ce soit en France ou en Europe. Qui est homme du match, il a été resplendissant. C'est un peu le profil de Mia, mais ce type de joueur-là, on les retrouve seulement en Afrique, quoi. Il faut le voir, Fabrice, il faut le voir pour être. Il faut le voir. Fabrice, il regarde, il faut le voir. Pour les prochains matchs, je te conseille de les regarder. C'est vrai qu'il a une qualité technique sur ce début de compétition, c'est un très très haut standard. Il y a ces changements de rythme qui amènent du danger, et c'est vrai que c'est peut-être ça le problème côté Zimbabwe, à savoir qu'il est vraiment au-dessus de ses coéquipiers. D'ailleurs, Kamel Bilyat, c'est 41 ballons, 4 tirs, 1 cadré, 2 passes clés et un but. Il était quasiment au four et au moulin. C'est-à-dire que sur le but, bien avant, il y a eu quelques actions où tu as eu l'impression qu'il a donné le caviar, personne n'a voulu déguster. Ensuite, il a redonné l'avant-dernière passe, personne n'a voulu déguster, notamment Moussona, et il s'est dit, bon tiens, moi-même je vais le manger parce que, évidemment, il ne faut pas gaspiller la belle nourriture. Et c'est là où, quand je parlais de problème, c'est peut-être ça. C'est pas pour attaquer Bilyat, mais ce que je veux dire par là, c'est l'alpha et oméga de cette équipe. À savoir que depuis les qualifs, je crois qu'il est à plus de 50% des buts où il est impliqué. Moussona a marqué pas mal de buts. Même il est là dans la dernière passe. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, il doit y avoir quelqu'un qui doit passer au-dessus de Bilyat et de faire la différence. Quand on est trop dépendant d'un joueur comme ça, Fabrice, c'est dangereux pour le collectif. Alors, oui, j'ai envie de dire, mais à la fois non, parce qu'un joueur important, tu dois passer par lui. Tu dois passer par lui, tu ne dois pas forcément dépendre de lui, mais tu dois sentir qu'il peut te faire gagner. Donc, j'ai envie de dire, ça ne doit pas tétaniser tes coéquipiers. Au contraire, ça doit les booster, ça doit leur donner la force nécessaire pour que les autres élèvent leur niveau de jeu au sien. Ce que fait Bilyat, c'est ce qu'on attendait, on va en parler tout à l'heure, ce qu'on attendait de Trésor Mputu, c'est surtout ce que Trésor Mputu fait au tout-puissant Mazembe. C'est l'homme qui a, pour être bien dans un match, a besoin de toucher énormément de ballons. Il a besoin de sentir, on l'appelle le prince, pas pour rien quoi, au Zimbabwe. Il a besoin de toucher le ballon, il a besoin d'être au cœur du jeu, au cœur du dispositif pour briller. Évidemment, il le fait tellement bien, je ne pense pas qu'il ait raté 5 passes dans ce match-là. Moi, je l'adore le mec. Vous aurez vu Trésor Mputu, on va parler de la RDC dans quelques instants. Freddy, il nous fait une passe décisive. Le débrief, exactement. Moi, par contre, le caviar, je vais le manger. Le débrief de RDC Égypte, c'est dans quelques instants après cette courte page de pub. A tout de suite. Vous savez que là dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le coup dystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports. Stade Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique.
Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà dès que tu commences en pro, on te dit tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. Retrouvez-moi tous les mardis à 19h40 dans Brakissa Rencontre pour découvrir une nouvelle personnalité du monde sportif. After CAN, deuxième partie, toujours accompagné d'Elton Mokolo, Freddy Koula, Elison Kunku et notre invité Fabrice Pancrate. On va attaquer le match qui fait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous avez nombreux à répondre sur le live Facebook et aussi le hashtag AfterCAN. On va bientôt répondre à quelques questions des internautes et des téléspectateurs. Mais avant de s'épancher justement sur ces questions, ces interrogations, on va revenir sur ce match, le dernier match de la soirée. L'Égypte, Freddy chez elle qui s'impose 2-0. Mais c'est pas un peu un match en trompe-l'œil ce résultat. On a l'impression que c'est un résultat en trompe-l'œil parce qu'on a vu au moins une RDC à réaction après le premier match. Au moins, elle surfe sur une dynamique qui date depuis quelques années. D'ailleurs, sur les 10 derniers matchs joués à domicile en Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte en a gagné 9 et un match nul. On se rend bien compte que cette Égypte-là n'est pas une Égypte flamboyante. Ce n'est pas une Égypte qui ressemble à celle d'Aboutraïka et Ahmed Hassan, mais c'est une Égypte qui surfe sur la mouvance et surtout l'engouement de son public. On a eu l'impression que quand elle avait un coup de moins bien, notamment sur les 20 premières minutes où franchement la RDC était top dans l'état d'esprit, dans l'engagement, dans le pressing, elle n'a pas cédé. Elle n'a pas cédé ni tactiquement, mais techniquement, il y a eu donc deux génies qui se sont révélés devant avec l'intouchable ou l'incroyable Trezeguet que je trouve aussi intincelant. Il fait une excellente CAN pour l'instant. À mon avis, c'est le meilleur joueur de cette CAN-là. Et puis un Mohamed Salah qui derrière a enfin retrouvé sa patte gauche magique. Ça ne pardonne pas dans ces cas-là quand à un moment donné on loupe la concentration et qu'on se permet de lâcher prise alors qu'on joue sa survie dans un match comme ça. C'est impardonnable pour la RDC, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé parce que dans cet entame, mais dans ce match, globalement, l'état d'esprit y était. Malheureusement, des fois, quand ça ne veut pas passer, ça ne passe pas. Et on a vu ça pendant tout le match. Ni Bakambu, ni Tresson Poutou d'ailleurs, qui était venu en mode sauveur ou en mode salvateur dans ce match-là, n'ont réussi à faire la différence. Et ça fait très très mal. Moi, le voisin congolais, je ne vais pas chambrer aujourd'hui, mais je suis plutôt triste pour l'Endeko parce que, voilà. Alors justement, question de téléspectateur de Nazif Agbado, on va justement pour revenir sur le premier but de la RDC, il nous demande qu'est-ce qui s'est passé. Elton, c'est encore très simple, hein, c'est encore un coup de pied arrêté. Exactement, on est dans la continuité de ce qui se passe depuis les qualifs, à savoir que sur le coup de pied arrêté, la République démocratique du Congo est une équipe friable. À savoir, on ne sait pas quelle est la méthode pour défendre sur ce genre de séquence. Et donc, on voit une équipe qui est extrêmement en souffrance et ça n'a pas dérogé à la règle. Je veux dire par là, quand tu prends 3 buts sur 5 sur coup de pied arrêté en compétition internationale, c'est très très grave pour moi. Alison, vous en avez pensé quoi du match des Léopards ? On a vu des Léopards beaucoup plus en vue qu'au premier match.
qu'ils ont même dominé, qui se sont procurés beaucoup plus d'occasions. Un état d'esprit totalement différent, malheureusement ça n'a pas payé pour eux. Le Congo a bien joué, a fait le jeu, s'est procuré de très très belles occasions. Après ça n'a pas fonctionné, ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas de réussite. C'est pas pour eux. Est-ce que d'ailleurs, on va avoir les stats bientôt, mais est-ce que vous avez une idée du nombre de tirs de la RDC sur ce match? 17. Et ils ont cadré quoi? Non, il y a une vingtaine de tirs? 19 tirs. 19 tirs. 19 tirs. C'est pas rien, ouais. 19 tirs quand même. Ils ont cadré combien? Combien cadré? Seulement 3. Seulement 3 cadrés. Et ils ont touché le montant du poteau quand voilà. même. Deux fois. Mais c'est pas cadré. C'est pas cadré, c'est ça en plus. C'était beaucoup plus dangereux. Tu peux cadrer en ayant un tir molesque, mais évidemment, quand on arrive à mettre les tirs sur la barre alors qu'on est dans cette période forte et que ça ne passe pas, on a l'impression qu'on est, voilà, on n'est pas verni. Sur les tirs, à savoir que tu as énormément de tirs de loin, tu as des tirs de loin qui ne se justifient pas. Je veux dire, par à un moment donné, le tir de loin, c'est quand tu as le décalage qui a été fait et tu as beaucoup de choix pour faire les tirs. Là, on voit que c'est un aveu d'impuissance, on va tirer pour tirer, il n'y a pas de conviction. À partir du moment où le bloc égyptien n'est pas mis hors de position. Donc, on a vu énormément de tirs qui ont trouvé un Égyptien sur la route et au final, ça n'apporte pas grand-chose. Alors, pourtant, la RDC avait fait beaucoup de changements après son premier match perdu face à l'Ouganda. Il y a eu 5 changements dans le 11 de départ quand même. On va voir la compo s'afficher. Bolassi out. Il y avait qui d'autre aussi? Masuaku sur le banc aussi. On a fait entrer Trésor Mputu. On a fait entrer qui d'autre? On a fait entrer Jonathan Bolingui aussi qui est entré en jeu. 5 changements. Ça en dit long quand même sur l'état d'esprit aussi que l'électrochoc voulait imposer le coach. Mais c'est un peu le problème de ce genre de compétition internationale où tu dois avoir des résultats très vite. Ouais. Les résultats impactent tes décisions. C'est-à-dire que si la RDC avait gagné ce premier match, il n'y aurait pas eu ces changements-là. Bien sûr, on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Et puis surtout, comme je disais tout à l'heure, ces gens de grandes nations de notre continent, ils ont la pression. On sait qu'ils ont la pression. Donc tout de suite, si tu ne gagnes pas, il y a la panique à bord. Ça commence déjà chez l'entraîneur. Et la première décision de l'entraîneur, c'est d'étudier le premier match, ce qui n'a pas allé. Et après, s'ensuit déjà les changements qui vont derrière. Ouais. 5, ça fait beaucoup, je trouve. Ça fait beaucoup. Je pense que 3, ça aurait été l'idéal. Mais 5, c'est la moitié de l'équipe. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec Fabrice, à savoir qu'il y a une surréaction. Il ne faut pas oublier que la préparation, elle a été impactée par cette séquence hallucinante, à savoir les joueurs, et aussi les joueurs qui s'excusent auprès des autorités. Match, voilà. Mais est-ce que justement tout ça, c'est pas tout ça qui fait qu'il y a 5 changements? C'est ça, il y a un environnement qui était hostile, un environnement qui était violent et qui a incité Florent Ibenge à faire des changements radicaux. Ouais. Et les changements radicaux, ils n'ont pas apporté quelque chose de positif. Tu vois, ce qu'il vient de dire, c'est vraiment le point qui montre, qui détermine que le Congo ne pouvait pas gagner contre l'Égypte. Ouais. Dès le premier match, tu demandes des excuses aux instances politiques, mais ça veut dire quoi? Alors là, je ne sais pas si vous avez vu ceux qui ont vu ces vidéos. Il y a 2 vidéos qui ont circulé. Il y a celle où on voit les joueurs qui s'excusent, ouais. Et l'autre où on voit le président de la fédération qui est en train de les invectiver. Et généralement, Fabrice, ce genre de truc, le lynchage, c'est l'avant-famille, non? Pourquoi en famille, mais même, c'est pas nécessaire. Ouais. Le coach, il a sa place à dire pour remonter l'équipe. Mais pour moi, ouais. Tu fragilises l'équipe et en plus, tu fais du mal à ton équipe. Soit t'es compatriote et tu fais en sorte que ton équipe elle aille vers le haut. C'est-à-dire que, ok, on a fait une erreur, mais c'est l'union fait la force. Là, dès le premier match, tu fragilises les gars. Et moi, je pense, connaissant le contexte africain, ça les a pas mis dans les bonnes conditions. Attends, on va essayer Alison juste à en dehors de ça, pour répondre un peu à tout ça, le Congo, il y a une énorme pression. La pression du peuple. Non, la pression du peuple. Et Ibenge est très, très, très attendu au tournant. Bien sûr. Donc, est très critiqué, très décrié et très attendu au tournant. Et avec le match qu'ils ont proposé, les Congolais, avec le manque d'envie, avec tout ce qu'ils n'ont pas proposé, pour le coup, pour le premier match. C'est pour ça qu'ils ont un peu réagi de cette manière. Après, c'est vrai qu'il fragilise son équipe et que c'est pas forcément nécessaire, en tout cas au premier match, mais c'était un peu pour se faire pardonner et dire écoutez, on a fait n'importe quoi on va essayer de faire mieux. Le supporter congolais, quand il voit le premier match, il voit tous ces changements, il voit le deuxième match, c'est mieux dans la copie est meilleure, mais le résultat est le même. Qu'est-ce qu'il se dit?
Ah mais ouais, c'est pour ça que moi je pense que c'était une réaction disproportionnée parce que tu réagis selon l'humeur de l'opinion publique. Mais parler sous contrôle de Fabrice, à savoir que quand tu es un sportif, tu as un cap à avoir, c'est 3 matchs. 3 matchs, tu dois être pragmatique. On en a perdu 1, on a grillé un joker. Derrière, il en reste 2. Il faut qu'on se recentre autour de nous-mêmes, on reste dans notre bulle et qu'on soit compétitif. À partir du moment où tu ouvres les vannes et que tu cèdes aux humeurs de l'opinion publique, là tu as déjà perdu la moitié de ton groupe parce que derrière, il y a des changements qui ne se justifient pas, je veux dire par là, sur les 5 joueurs qui sortent. Est-ce que les 5 joueurs sont passés à côté? Je n'en suis pas persuadé. Est-ce que les 5 nouveaux entrants ont apporté quelque chose face à l'Égypte? Je n'en suis pas persuadé. Et donc au final, ceux qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Ils vont se dire, ouais, bah au final, tout ça pour ça, on a perdu quand même. Ça, juste avant un match contre l'Égypte chez elle, c'est pas mauvais timing, c'est très très mal géré. Et déjà, des changements, tu les fais en fonction d'une tactique. C'est-à-dire que lui, il a sorti 5 joueurs, donc la moitié de l'équipe, alors que c'était trop. Mais déjà, quand tu fais un changement, tu te dis, voilà, le premier match, ça ne s'est pas passé comme je voulais. On va serrer de ce côté-là. Et j'ai ce profil-là dans mon effectif. Lui, il va empêcher les montées, par exemple, du latéral. Voilà, tu mets des profils types en fonction de l'équipe, de l'adversaire que tu rencontres. C'est ce qu'il a essayé de faire en jouant avec un style complètement différent. Alors là, le match presque sur 5 joueurs. Ouais, peut-être pas. Sur 2-3 joueurs, tu peux changer un style de jeu et de tactique. Mais 5 joueurs, c'est énorme. Mais à sa décharge, pour une fois, et Elton, tu vas peut-être me dire, ok, pour une fois, on a l'impression qu'il a écouté les gens, Florent Ibenge, il n'a pas écouté que l'opinion publique. De ce que je sais, j'en ai discuté avec quelqu'un qui est proche d'un joueur, il y a eu, en dehors de la discussion un peu forcée, la vidéo un peu forcée, qui a été faite. La vidéo a été faite un peu imposée par le président de la Fédé, qui s'appelle M. Constant Marie, que je respecte parce qu'il fait un énorme boulot. Il est vice-président de la CAF, c'est un peu le gourou du football en RDC, mais que j'aime pas forcément son côté un peu trop patron et un peu trop voilà, c'est le mec qui se comporte comme le chef d'un cartel de drogue, entre guillemets, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Ibenge a au moins écouté. Il a au moins écouté ses joueurs. Il avait même l'intention de faire jouer Mulumbu, mais à la dernière minute, Mulumbu a dit qu'il ne se sentait pas apte. Il a été honnête. Il a dit au coach qu'il préfère commencer sur la touche. Il a changé de système. Il est parti de son 4-3-3 initial ou 4-2-3-1. Il est parti en 4-4-2 avec Bolingui. On avait réclamé Bolingui parce qu'il avait fait, entre guillemets, une bonne entrée avec Bakagol. Le schéma en lui-même a été un schéma plutôt cohérent, pour ne pas te contredire, pour dire qu'il a écouté enfin les joueurs. Ils ont discuté en interne. Ils ont eux-mêmes décidé de repositionner les pions en décidant de mettre au corps du jeu Trésor Poutou, que tout le monde voulait voir. Et lui-même, Trésor, à la mi-temps quand même. Il est sorti à la mi-temps parce que, franchement, en dehors des 15 premières minutes où il a joué en 2-3 touches de balle, où il s'est rendu disponible. Alors, du coup, justement, on fait rentrer un joueur, et Fabrice, je parle sous votre contrôle, on fait rentrer un joueur qui doit être l'électrochoc. Ce même joueur, il sort à la mi-temps du match. C'est l'image que tu renvoies à ton équipe et à l'opinion publique, c'est que tu n'es pas serein. C'est ça. Si tu n'es pas serein, tu es fébrile. À la limite, si tu penses t'être trompé, fais semblant, laisse-le quand même. Tu vois, tu laisses un peu, donner sa chance, peut-être qu'il va faire un truc. Mais en le sortant comme ça à la mi-temps, c'est-à-dire que tu n'es même pas sûr toi-même de tes propres choix. À partir de là, c'est un choix un peu forcé de mettre Trésor, c'est-à-dire que le talent de Trésor et la popularité de Trésor, parce qu'il faut savoir que Trésor en RDC, c'est bien plus qu'un joueur, voilà, c'est bien plus qu'une icône. Ce gars-là, quand il se ligue contre toi, tu n'as presque aucune chance de gagner face à l'opinion. Et bien entendu, dans cette première mi-temps, Trésor a été bon sur 15 minutes, sur le reste, il a été moins bon, il fallait réajuster quelque chose. À partir de ce moment-là, il a voulu rajouter quelqu'un de beaucoup plus vif et pour retrouver un nouveau schéma. Du coup, il est repassé en 4-3-3. Ça se justifie un tout petit peu, évidemment, tu as raison, il est fragilisé plus que jamais, Florent Ibenge, qui est surnommé l'Otetu, qui aujourd'hui est considéré comme le loser. Une nouvelle question de téléspectateurs, on nous demande par rapport, c'est Olivier Capot-Golvin, je ne suis pas sûr sur le vrai prénom, Golvin, qui me demande, l'entrée de Yannick Bolasie, Elton, a-t-elle été convaincante? Moi, je l'ai trouvé moyenne, à savoir qu'il a essayé, mais il est aussi tributaire de ce qui se passe devant, à savoir que c'est un truc global. On sait que Bolasie, c'est un joueur qui a énormément besoin de provoquer, et quand il provoque, il a besoin d'avoir du mouvement de la surface. Or, on voit bien que c'était assez peu fourni. Il y avait Bakambu,
Et le reste, ça venait et ça allait. Je veux dire par là, il n'y avait pas énormément de monde dans la surface et ça a impacté la performance de Bolassi. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il aurait quand même fallu garder Mpoutou parce qu'à un moment donné, on a vu une équipe qui avait la fâcheuse tendance de passer sur les côtés. Ouais. À partir du moment où tu passes exclusivement sur les côtés, tu délaisses l'axe et donc ça impacte ta performance. On a compris aussi sur la performance de Bakagol que le fait d'avoir une trêve décalée par rapport au championnat européen et d'avoir été en vacances alors que le championnat européen se jouait, ça impute un peu le tort du fait qu'il soit parti en Chine. Il est en cours il est moins en jambes. À phase éliminatoire, il était beaucoup plus en jambes parce qu'il jouait effectivement en Chine. Là, il est moins en jambes. Ça se voit que sur des courses, sur des crochets, sur des réflexes. Il est moins bon qu'il y a 6 mois. Il se procure des occasions. Il est moins adroit que lors de la phase éliminatoire où il a été plutôt chirurgical avec les 2 buts qu'il a marqués. Ouais. Mais on se dit que ce n'est pas le Bakagol qu'on a vu à Villarreal. Et je suis certain que s'il était resté en Europe, il aurait été beaucoup plus compétitif que ça. Dommage. Alors, un petit mot sur l'Égypte, notamment parce qu'il y a un des internautes qui nous demande quelle est l'équipe à craindre dans cette CAN. L'Égypte, Fabrice, c'est le pays hôte, mais on ne voit pas forcément une équipe qui surclasse ses adversaires. On a vu aujourd'hui, si la RDC marque en premier, s'il n'y a pas cette transversale de Tisserand, l'Égypte est menée 1-0. Ça change la physionomie du match. Bien sûr. Après, je dirais, il n'y a pas vraiment d'équipe qui sort du lot, vraiment qui se détache, hormis le carton du Mali contre la Mauritanie. Ouais, je dirais que tout le monde est presque au même niveau. Ce qui va faire la différence, je pense, c'est dans la tête et dans les organismes. Franchement, c'est un paramètre déterminant. Je pense que l'Égypte, pays hôte, sera là. Ouais. D'ailleurs, je sais pourquoi est-ce qu'il rigole, Fabrice. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a vu deux séquences bizarres d'arbitrage. On a vu 2 séquences bizarres d'arbitrage. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a d'abord, à un moment donné, Cédric Bakambu file au but. Il est ceinturé par le dernier défenseur. On s'attend tous à voir le ressortir. Qu'est-ce qui sort? Carton jaune. Moi, je vous repose la question. Je ne suis pas présentateur, mais vous pensez que ce n'est pas pensé qu'ils aient décalé l'utilisation du VAR en quart de finale ou en demi-finale, parce qu'initialement c'était prévu en demi-finale. Ils ne veulent pas commettre des erreurs comme ce qui s'est passé au Gabon où le pays hôte est éliminé au premier tour. En Guinée-Équateur, on avait vu tout ce qu'il y avait. C'était évidemment l'époque Ayatou, mais tout ce qu'il y avait eu. Et historiquement, tous les pays du Maghreb ou du nord de l'Afrique, chaque fois qu'ils organisent des CAN, ils ont toujours un tel avantage en termes d'arbitrage qu'on ne peut pas penser que là, il n'y a pas d'avantage. Parce que ce serait une catastrophe. Non, c'est pour dire que l'arbitre est très bien placé, le dernier défenseur, normalement, c'est c'est pour dire que l'arbitrage a toujours son penchant. On regarde le match, Fabrice, et juste avant, il y a une occasion avec Bolengui qui met un coup de tête, on siffle une faute imaginaire. C'est ces genres de duels-là, on les voit toujours dans la première ligue. Il n'y a jamais rien, même ailleurs, et là, on siffle une faute. Franchement. Même Neni, c'est pareil. Neni, pour le coup, moi, c'est rouge. Hein. Ouais. Ah oui, tu as un carton rouge. Et en tout cas, cet arbitre-là, il a été moins bon. Est-ce que ce n'est pas tous ces petits faits de jeu qui font qu'au final, on arrive à un score de 2-0, là où la RDC aurait pu peut-être gagner ce match ou faire au moins s'en tirer avec un point? Après, bien sûr, il faut dissocier. C'est vrai que ça intervient à un moment où il y a 2-0. Donc, je veux dire, par là, l'Égypte avait... La RDC est en train de pousser. Oui, c'est ça, la RDC est en train de pousser. Est-ce qu'un but aurait pu faire rebasculer le match? Peut-être, mais en tout cas, l'Égypte avait fait le travail bien avant. C'est pas comme s'il y avait 0-0 et ces décisions penchent pour l'Égypte. Alors maintenant, on va quand même s'avancer un petit peu pour la suite de la compétition parce que la RDC, ça fait 2 matchs, 2 défaites, aucun but. Heureusement que c'est une CAN à 24, c'est encore possible de se qualifier. Bah là, on est sur la période du bac, là, tu as le rattrapage. Le rattrapage, exactement, c'est vrai. Il y a le grand oral, ce sera face au Zimbabwe. On a vu le Zimbabwe faire un match très plaisant. Le Zimbabwe qui d'ailleurs a retenu ses erreurs quasiment du match contre l'Égypte. Le Zimbabwe qui a terminé devant la République démocratique du Congo. On est éliminatoire, justement, j'allais y venir. Ça va être très compliqué d'aller chercher ces qualifications. Exactement. On aurait pu penser que le match face à l'Ouganda, ça serait le match le plus abordable. Il n'en a rien été. Et là, on arrive face à une équipe qui a terminé devant toi. Donc forcément, ça va être très compliqué. Tu arrives avec une confiance qui est en berne. On ne sait pas comment va réagir le groupe aux éventuels changements que va faire Florent Ibenge par rapport aux 11 de départ. C'est ça. Donc là, forcément, tu regardes la dynamique des deux équipes. On a le Zimbabwe, ils ont fait match nul, mais à côté de ça, ils peuvent se dire on a quand même fait un match plein dans la mesure où on s'est procuré des occasions, on aurait même pu l'emporter. À côté de ça, on a la République démocratique du Congo qui se dit on a perdu 2 matchs
Et là, on arrive avec des changements et une ingérence politique. Là, forcément, c'est ça. En fait, c'est ce que on va peut-être faire. On rigole, mais imaginez qu'il fasse encore une vidéo d'excuses. Non, là, va pas. Non, cette défaite-là est plus excusable que la précédente. Évidemment, il n'y a pas de défaite excusable. On voulait faire une réaction. On a vu une réaction de la RDC, même si le résultat n'y est pas. Celle-ci est plus pardonnable, mais dans l'état d'esprit, ils y étaient. C'est ce qu'on leur reprochait sur le premier match. Mais le match contre le Zimbabwe sera complètement différent. Et là où quand même j'ai un peu d'espoir sur la RDC, c'est que chaque fois, sur ces dernières années, ils ont été dos au mur. Ils ont souvent eu un peu la passerelle pour pouvoir s'extirper notamment. Moi, j'y crois. Je pense qu'ils auront assez de coronesse pour pouvoir passer ce tour-là. L'Espagnol lui aussi. Vous y croyez aussi, Alison, autant que lui? Moi, j'ai envie de voir le verre à moitié plein. J'y crois totalement, parce que déjà, je suis congolaise et que j'ai envie d'y croire. Et d'après ce qu'ils ont montré là contre l'Égypte, je me dis qu'ils peuvent faire le dos rond. L'orgueil doit entrer en jeu. Et ils sont toujours passés ric-rac ces derniers temps. Et ben là, c'est encore une occasion de... C'est maintenant ou jamais. Et c'est maintenant ou jamais d'y croire et d'y aller. Et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose après avec le goal average, etc. Ça va être un peu compliqué. Moins 4, voilà, faut qu'ils mettent une flopée de buts contre les Zimbabwe, je pense. Après, c'est pas les buts. Encore une fois, on va peut-être faire la compta. S'ils gagnent un match, ça va faire 3 points. Il n'y aura pas 5 équipes qui auront 3 points dans cette poule. Il se peut qu'il y ait un troisième passe avec 3 points. Fabrice, vous y croyez pour avec 2 points, les Congolais ou pas? Moi, j'ai envie d'y croire. Le seul problème, c'est vraiment si les instances politiques les laissent tranquilles et qu'ils puissent se concentrer sur leur match décisif. Avec les 150 de la délégation, là. Voilà, c'est ça. Là, on dit qu'ils ne vont pas faire de vidéo, ok. On s'en fout de la vidéo. Ce qui va se faire en off. D'accord? On ne sait pas. La vidéo, c'est pour le public. Mais si la pression est mise de la même manière en off, dans chaque chambre ou avec les capitaines respectifs, là, ce sera problématique. L'autre danger, Zimbabwe, ils n'ont rien à jouer. Ils n'ont pas de pression. Ils vont jouer, mais relâchés. Et quand je dis relâchés, souvent, t'as que des messies après. T'as des mecs, tu dis ouais, putain, mais lui, c'est qui celui-là? Il a dormi ou vous l'avez piqué la veille ou quoi? Mais tu vas voir que 11 mecs qui vont jouer un football que tu n'auras jamais vu de la vie, mais ils vont garder sur ce match-là, tranquillement. C'est ça, voilà. Côté capital confiance, le Zimbabwe, je pense qu'ils sont beaucoup plus à bloc que la RDC. Côté congolais, avoir l'état physique de Mulumbu, et Dieu sait qu'il est important dans le dispositif. Alors justement, j'allais y venir justement. Le problème, c'est que Mulumbu, c'est le capitaine. On va dire c'est le ciment de ce groupe-là. On a malheureusement un ciment qui s'effrite, qu'on a sélectionné dans un groupe de 23. Qui a joué que 1212 minutes. Cette saison, mais surtout, qui n'est pas opérationnel les 2 premiers matchs. Et il a pris trop de points en plus. Bon, ça c'est l'extra sportif, mais est-ce que c'était un choix judicieux? Quand on a comme ça, on a fait un groupe de 23, on a amené quelqu'un qui est pas apte physiquement à jouer. Mais on a parlé du Kanabi Keita, on peut le retranscrire avec Mulumbu, à savoir que c'est le ciment de ce groupe-là, et donc sa présence s'impose d'elle-même, à savoir qu'on voit bien qu'il y a une différence avec et sans lui. Et donc quand on parle des performances qui ont été abouties côté République démocratique du Congo, il a une part très importante dans ça. Donc Mbengue, il ne peut pas se dire, à partir d'un moment où l'équilibre de cette équipe est très fragile, il ne peut pas se dire je vais me passer de lui. Déjà, quand tu fais un groupe, il faut savoir, tu ne sélectionnes pas les mecs uniquement sur le terrain. C'est important, mais il faut des mecs de terrain et des mecs de vestiaire. Et Youssou, lui, c'est indéniable qu'il soit là. Après qu'il soit en forme, méforme, c'est un autre sujet. Mais que lui soit dans le vestiaire pour rameuter les troupes, parce que là, il y a besoin de les rameuter. Là. Après ces 2 défaites-là, il y a besoin de les rameuter. Lui, il sera là, et il aura le discours apte, je dirais, pour remonter ses coéquipiers et aller chercher cette victoire contre les Zimbabwe. Et c'est peut-être là le point positif, à savoir qu'il n'a pas été impacté par ces 2 défaites, vu qu'il n'était pas sur le terrain. Donc le fait d'avoir ce regard extérieur, il pourra leur dire, les gars, bon, ce qui est fait, maintenant on va se tourner vers le 3e match, il nous reste une chance, on va y aller à fond, et lui il va peut-être apporter cet enthousiasme qui va faire que l'équipe va se ramener, va être derrière lui, et donc va produire quelque chose d'intéressant. Je ne serais pas étonné quand Séjour Mulumbu soit entraîneur, parce que moi j'ai vu quelques-uns de ses discours, j'en ai fait quand j'étais avec la team, nos amis de Canal, un inside avec eux. Il a un
une telle aisance, il est une telle aisance dans le discours, il a un tel courage que généralement il sert quasiment de relais ou de deuxième entraîneur dans cette équipe-là. Et pas étonnant qu'Ibenge à chaque fois se serve de lui ou le prenne comme relais pour pouvoir faire passer ses messages, parce que je suis sûr que s'il n'avait pas été là, ça aurait peut-être été beaucoup plus catastrophique sur les phases des poules. C'est ça, tu fais bien de parler de notion de relais, parce que je parle encore sur le contre de Fabrice. Quand tu es dans un match et tu passes par des moments difficiles, tu as besoin d'avoir ce joueur qui rameute des troupes et qui dise, les gars, bon, on va baisser le rythme, voilà, on va revenir petit à petit. Et là, le fait est que sur ce terrain, aujourd'hui, côté République démocratique du Congo, il manque ce relais, le gars qui va dire, les gars, c'est terminé, on perd peut-être 1-0, mais on a tout le temps pour revenir, on va faire les choses petit à petit pour retrouver notre football. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il manque cruellement. Bon, en tout cas, vous avez encore de l'espoir pour la RDC, ça peut passer. En tant que meilleur troisième, il faut. En tout cas, le match, ce sera face au Zimbabwe. C'est un match couperé, c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Qui dit grand match, dit grands hommes, en espérant pour les Léopards qu'il y ait de grands joueurs ce jour-là. Avant de se quitter, vous connaissez la musique. on va se projeter un petit peu sur les rencontres de ce jeudi. Stade quand même, ouais. Mohamed Salah a marqué un but ce soir. Ça devient le 3e joueur égyptien à atteindre la barre des 40 buts. Ceux qui l'ont précédé, c'est bien entendu Ahmed Hassan avec 69 buts. Et puis Hazli qui lui est à 42 buts. Ça montre un petit peu aussi l'ampleur, la stature du joueur. Voilà, il est dans l'accord des grands. Il est certainement devenu, du point de vue footballistique, la 3e pyramide de football égyptien. Alors, on passe au programme de jeudi. 3 affiches au programme. Bon, forcément, il y a le dessert, le gros choc Sénégal-Algérie que tout le monde attend. C'est 2 équipes qui ont fait forte impression pour la première sortie. Mais il y aura aussi Madagascar-Burundi et Kenya-Tanzanie. Des oppositions de style sympa. Alors comme d'habitude, avec les pronostics de notre partenaire Mon Petit Prono, vous connaissez la musique, vous allez monpetitprono.com, vous créez votre mot de passe et votre compte, ça prend 30 secondes. Vous rejoignez le challenge After Ken de la Ligue Stade Afrique. Bon, moi je suis moins bien classé, on ne va plus en parler, mais voilà. Mais la team Stade Afrique est vraiment bien placée, donc allez-y, allez nous défier. Vous verrez, il y aura un cadeau pour le gagnant à la fin de la CAN. Alors, pronostic comme d'habitude, Madagascar-Burundi, Alison. Difficile. Le match nul existe, hein? Non, je dirais 1-0 Burundi. 1-0 Burundi, ouais. Fabrice. Madagascar-Burundi. Ouais, 1-0 pareil. Ouais. 1-0 pareil? 2-1 Burundi. 2-1 Burundi. J'aimerais bien que Madagascar gagne, parce que les Burundais ils nous ont fait chier un peu là. Ça c'est la rancœur, ça. Non, mais ça devrait faire match nul, parce que d'un côté on a une équipe burundaise qui défend très bien, qui défend bien surtout, et les Malgaches qui eux aussi savent manier le ballon. Naïveté sur le point offensif. Les Malgaches ont plus de chances de gagner. Kenya-Tanzanie, Alison. Ah ouais. Kenya-Tanzanie. Je dirais match nul. Match nul. Allez, Fabrice. 2-2, moi. 2-2 aussi, match nul. Elton. Je vais quand même mettre Kenya. 1-0. La Tanzanie devrait gagner, parce que la Tanzanie, du point de vue du talent individuel, ils sont bien mieux que le Kenya, qui n'a que Wenyama au milieu. Ça, c'est bien vu. Il y avait beaucoup de limites techniques devant. Un score? Non, la Tanzanie devrait gagner. Ça oui pas. Et enfin, coup de pied arrêté comme le meilleur pour la fin, Algérie-Sénégal. Je vois Sénégal 3-2. Champagne, football champagne là. Football champagne. Oui. Sénégal, waouh. Algérie, Sénégal, non. Sénégal 2-1. 2-1. Sénégal 2-0. Sénégal 2-0. Sénégal rec, mais mais je pense que ça va être un match spectaculaire. Et j'ai envie que ce soit un match comme celui qui s'est soldé entre, je sais pas si c'est Mali-Angola 4-4, mais je vois bien un petit hold-up sénégalais avec une Algérie qui va dominer dans le jeu. Toujours pas de score. Il donne des pronostics, mais ok. Le Sénégal gagnera 3-2. On fait ça. Ah ouais, donc... ça va être un match spectaculaire. On va voir cela des devins, parce qu'apparemment il y aura un match spectaculaire. S'il n'est pas spectaculaire, je vous ramène demain ici, on va voir. Vous allez voir ça. Voilà, et Sénégalais. Merci en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup. C'était vraiment un débat animé riche. Nous, forcément, on se retrouve demain soir, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.